Imaginez, ce soir votre ville disparaît dans l'obscurité totale. Plus une seule lumière, plus un son. Que reste-t-il lorsque tout s'arrête d'un coup? À Bamako, capitale du Mali, ce cauchemar est devenu réalité du jour au lendemain. Silence oppressant, rues désertées, millions de vies suspendues dans l'incompréhension. À l'international, personne ne réagit. Mais pour les habitants, c'est bien plus qu'une simple panne. C'est la vie qui s'arrête, net. Ce n'est pas l'une de ces coupures familières du Sahel vite oubliées au matin. Ici, pas une goutte d'électricité, pas un moteur qui tourne, aucune issue. Un siège sans bruit, mené sans arme visible, mais avec une arme invisible et implacable. Le carburant. Les commerces baissent le rideau, les hôpitaux tâtonnent dans l'ombre, les familles s'enfoncent dans la chaleur étouffante. L'air lui-même semble s'être figé, chargé d'inquiétude. Heure après heure, la routine se délite. Les enfants dorment dans la touffeur, les écoles restent fermées, les portables muets. On découvre soudain la vraie fragilité de l'ordre social. Le danger n'est plus seulement le manque d'essence ou de lumière, c'est la peur de perdre confiance, espoir, dignité. La nuit dévore les certitudes et chacun se demande: pourra-t-on retrouver une vie normale? Pourtant, sous la panique et l'immobilité, autre chose frémit. Cette nuit noire n'est peut-être pas une fin, mais le début d'un basculement. Face à l'effondrement, la population hésite, céder à la résignation ou inventer un réveil collectif. À Bamako, cette décision va tout bouleverser. Dans ce chaos, une question brûle. Qui contrôle vraiment l'énergie et pourquoi la ville entière s'est-elle retrouvée sans défense? Derrière la coupure, une histoire bien plus vaste se dessine. Ce n'était pas la première coupure, mais cette nuit-là, le silence semblait plus lourd, comme une menace. Au début, la panne ressemblait à une routine familière dans le Sahel. Un soir de plus sans courant, des lampadaires éteints, des commerçants qui rallument leurs bougies. Ici, l'obscurité fait partie du décor, alors personne ne s'affole vraiment. Mais bientôt, les heures s'étirent, puis les jours. Les stations-service ferment les unes après les autres, les taxis désertent les routes poussiéreuses, les hôpitaux s'éteignent comme des lucioles écrasées. Les générateurs cessent de tourner, les moniteurs se taisent, même la radio finit par disparaître. Le bruit court, le groupe JNIM ne frappe plus seulement les hommes, il vise le cœur du pays. Les routes sont coupées, le carburant devient une arme invisible. Chaque camion bloqué, chaque bidon manquant ajoute à la peur glacée qui s'installe. Le siège n'est plus une guerre de fusils, mais une bataille de logistique, où le manque ronge plus sûrement que la poudre. Le gouvernement tente de réagir, mais il est vite débordé, assommé par la rapidité du choc. L'économie de la rue explose, les prix triplent en une nuit, les files d'attente serpentent jusqu'au matin. Les marchés se vident, la panique rampe dans les conversations, silencieuse et contagieuse. La capitale se retrouve coupée du monde. Bamako devient une île assiégée, isolée, tandis que les villages alentours, déjà précaires, s'effacent dans l'ombre. On n'entre plus, on ne sort plus. Les familles s'inquiètent de ces nouvelles qui n'arrivent jamais. Alors la survie devient une équation nouvelle. Il faut marcher des kilomètres pour trouver du pain, rationner l'eau, échanger du savon contre du riz, oublier l'État. Chacun calcule, chacun improvise. L'urgence dicte ses propres règles, où la solidarité côtoie la méfiance sans jamais se confondre. Pourtant, au cœur de la nuit, alors que tout semble s'effondrer, quelque chose s'assemble en silence. Un fil invisible relie les foyers plongés dans l'obscurité, un murmure discret circule. Il serait peut-être possible de tenir autrement, ensemble. Mais cette solidarité naissante allait bientôt être mise à l'épreuve, car derrière la panne, d'autres menaces se profilaient. Il fallait de choisir, subir ou s'inventer de nouvelles réponses. Là où l'on s'attendait à la déroute, la solidarité a surgi, têtue et inattendue. Lorsque Bamako a été plongé dans le noir, l'effondrement paraissait inévitable. Pourtant, dans cette obscurité totale, un nouvel élan est né. Résilience, inventivité, entraide. Les Maliens ont refusé de céder. Les mécaniciens ont bricolé des moteurs, les faisant tourner à l'éthanol ou même à l'huile de cuisine. Le peu de carburant qui subsistait était partagé goutte à goutte. Chaque litre alimentait une pompe à eau, maintenait un hôpital en vie ou permettait d'acheminer des vivres vers les quartiers oubliés. Dans les rues, des brigades de voisinage se sont formées. Jeunes et anciens ont veillé, armés de simples lampes et d'un courage farouche pour protéger les stocks et préserver la paix fragile. Ce mouvement de résistance n'est pas resté confiné au Mali. À Ouagadougou et Niamey, on regardait, on apprenait, on imitait. Au Burkina Faso comme au Niger, la défiance se transformait en organisation. Les réseaux de solidarité s'étendaient, les radios locales transmettaient les astuces maliennes pour économiser l'énergie ou contourner les blocages.
Face à la menace constante, une nouvelle alliance a vu le jour, l'Alliance des États du Sahel appelée l'AES. Longtemps rêvée, rarement concrétisée, cette union s'est imposée dans l'urgence. Mali, Burkina Faso, Niger, trois nations frappées par la même tempête, décidées à ne plus subir. L'ingéniosité circulait, les convois étaient coordonnés, protégés par des pick-up renforcés et même des drones artisanaux surveillaient dans les routes pour déjouer les embuscades. L'opération Souveraineté a marqué un tournant radical. Pour la première fois, les trois pays ont uni leurs forces pour briser le blocus. Des convois escortés, des motards éclaireurs, des villageois silencieux mais vigilants. Malgré les mines et les guets happants, ils ont réussi à ravitailler Bamako en carburant et en vivres. Les quartiers assombris ont vu la lumière revenir, d'abord tremblante, puis plus stable. Une victoire lente, fragile, mais chèrement acquise. Il n'y a pas eu d'euphorie spectaculaire. Pas de grands discours pour l'Occident. Seulement le retour discret de la vie. Des enfants jouant à nouveau dehors, des marchés rouverts, des familles rallumant la radio. Loin des projecteurs, chaque geste quotidien était une victoire intime contre l'effondrement promis. Mais la menace persistait. À chaque instant, tout pouvait basculer. La sécurité, la souveraineté, même la dignité d'un peuple déterminé à se défendre sans tuteur. Réussir ici signifiait prouver à l'Afrique et au monde qu'un autre avenir est possible, sans dépendre de Paris, de Washington ou de Londres. Le siège a transformé la peur en fierté. Mais à quel prix ? Et surtout, ce sursaut collectif pourra-t-il survivre aux épreuves qui s'annoncent ? L'électricité revenue, l'espoir a brièvement illuminé Bamako. Pourtant, une nouvelle menace se profile déjà, bien plus insidieuse que le simple manque d'énergie. L'obscurité a-t-elle vraiment brisé le Mali, ou bien l'a-t-elle rendu maître de son propre sort ? Cette question tourmente désormais tout le Sahel. Ce qui paraissait être une catastrophe a, en vérité, réécrit le destin d'un peuple et d'une région entière. Après la coupure, la société civile malienne n'a pas sombré. Au contraire, elle s'est réinventée. Privés d'État efficaces, des collectifs de quartiers ont émergé. Ils distribuaient l'eau, protégeaient les marchés, réparaient poussant les installations vitales. Des réseaux d'entraide ont pris racine. Jeunes, femmes, associations locales se sont mobilisés. Petit à petit, l'État n'a plus été le seul pilier de la vie publique. La population a prouvé qu'elle pouvait créer ses propres solutions. Sur les réseaux sociaux, une nouvelle souveraineté populaire a surgi. Des milliers de voix se sont ralliées à des mots d'ordre simple « Nous ne céderons pas, le Sahel debout ». Vidéos de solidarité, repas partagés, actes de résistance ont circulé largement. Les mobilisations numériques ont franchi les frontières. Elles ont inspiré le Burkina Faso, le Niger et jusqu'aux diasporas africaines, qui ont relayé l'appel à la résilience. L'activisme est devenu mouvement politique. L'Alliance des États du Sahel, l'AES, n'est plus un simple rempart d'urgence. Elle se transforme en projet d'avenir. Responsables maliens, burkinabés et nigériens, jadis submergés, coopèrent désormais pour unir leurs moyens de défense. Des corridors transsahéliens sont imaginés pour sécuriser les axes entre Bamako, Ouagadougou et Niamey. Des projets d'infrastructures communes voient le jour, centrales solaires, réseaux logistiques partagés, plateformes d'innovation agricole. L'idée d'une économie régionale autonome s'impose, dictée par la nécessité. Mais cette quête de souveraineté n'est pas sans sacrifice. Les relations avec l'Occident se crispent. L'arrêt des aides internationales étrangle les finances publiques. Des sanctions économiques tombent, isolant la région. Les regards européens et américains se font méfiants. L'indépendance retrouvée du Sahel est perçue comme une menace pour leurs intérêts. Le Mali et ses alliés doivent le choisir, revenir à la dépendance ou risquer l'aventure solitaire de l'autonomie. Pourtant, dans ce tumulte, la dignité malienne refleurit. Le discours national change. Il n'est plus question de victimes, mais de bâtisseurs. L'identité régionale se forge dans l'épreuve. La fierté d'avoir résisté sans aide extérieure ranime l'espoir. Même si la stabilité politique demeure fragile, même si les rivalités subsistent, une ère nouvelle a commencé. Les anciens repères vacillent. Au bout du compte, l'enjeu est limpide. Rester prisonnier de la dépendance ou assumer une souveraineté risquée, synonyme d'isolement, mais aussi de liberté retrouvée. Il ne s'agit plus d'ombre ou de lumière. C'est la lutte pour reprendre en main son destin commun. Mais cette renaissance, aussi fragile soit-elle, ne va pas sans menace. Dans l'ombre, de nouveaux dangers surgissent, prêts à tester la détermination retrouvée du Sahel. Quand la lumière s'éteint, qui garde vraiment le pouvoir ? Cette question à la fois brute et obsédante a envahi chaque foyer de Bamako lors de la grande coupure. Aujourd'hui, elle résonne bien au-delà du Mali, comme une onde de choc silencieuse.
La fragilité énergétique n'est pas qu'un défaut de réseau. Elle expose la dépendance profonde de chaque société, riche ou pauvre. En quelques jours, routes, hôpitaux, sécurité, tout peut vaciller si l'électricité s'effondre. Novembre 2025 l'a prouvé. Personne n'est à l'abri, nulle part. Mais ce n'est pas la chute qui a marqué les esprits, c'est la réaction. Face à la peur, au silence et à l'isolement, l'autonomie s'est forgée dans la résilience collective. Des citoyens simples ont partagé, inventé, protégé leurs voisins. L'expérience malienne rappelle que la survie ne dépend pas de quelques héros, mais d'une communauté soudée dans l'épreuve. L'Alliance des États du Sahel, ou AES, est née de cette urgence. Pour des millions de personnes, elle n'est plus un jeu diplomatique, mais le symbole d'une souveraineté à rebâtir, bloc par bloc. Ici, la souveraineté devient vitale, une question de dignité avant tout. Chaque crise dévoile nos faiblesses, mais aussi nos forces cachées. À Bamako, la solidarité a remplacé l'égoïsme. L'ingéniosité a compensé la pénurie, le courage discret s'est glissé dans 1000 gestes quotidiens. Dans l'obscurité, la force d'un peuple et la valeur de ses liens sont apparus au grand jour. Pourtant, ce miroir tendu par l'Afrique regarde aussi vers l'extérieur. Sommes-nous, dans nos cités connectées et nos vies éclairées, capables d'affronter l'imprévu ? Saurons-nous rebâtir la confiance, défendre l'essentiel et partager la lumière quand elle vacille ? Ce qui se joue ici dépasse l'accès à l'énergie. C'est notre capacité à tenir ensemble, à résister à la panique, à croire que la force collective l'emporte sur la fatalité. La vraie des questions posées au monde est simple. Sommes-nous prêts à perdre la lumière ou pouvons-nous apprendre à l'entretenir ensemble ? Alors, que nous demande l'histoire de Bamako à nous qui vivons dans la lumière ? Peut-être d'examiner autrement nos routines, nos dépendances, et d'imaginer, avant qu'il ne soit trop tard, une nouvelle façon de faire société. Mais la nuit de Bamako n'était qu'un début. D'autres secousses allèrent suivre, révélant de nouveaux enjeux et de nouveaux choix pour tout le Sahel. Jusqu'où cette vague de réveil allait-elle bouleverser l'ordre établi ? Et si demain, c'était votre ville qui sombrait dans le noir, imaginez, plus d'écrans, plus de lumière, pas une goutte d'eau au robinet. Le silence s'installe, la routine explose, tout devient incertain. Ce qui s'est joué à Bamako n'est ni une histoire exotique, ni une anomalie réservée à l'Afrique de l'Ouest. En novembre 2025, la coupure a exposé bien plus qu'un simple manque d'électricité. Elle a mis à nu la fragilité de tout un système, mais aussi la capacité des citoyens à s'unir, à inventer une nouvelle solidarité. Face à l'obscurité, chacun n'a eu que deux choix. Soit détourner le regard, attendre que tout redevienne comme avant, rester suspendu aux solutions venues d'ailleurs, soit regarder la faille en face, en comprendre l'origine, et décider d'en faire une force collective, un point de départ pour reprendre la main. À Bamako, ce ne sont pas les institutions qui ont sauvé la situation, mais les liens de voisinage, l'audace de celles et ceux qui partageaient sur la dernière bougie ou trouvèrent de l'essence quand tout semblait impossible. Là où certains voyaient la fin, d'autres ont tracé le début d'une ère nouvelle, plus libre et solidaire. Mais la question vous concerne ici et maintenant. Que ferions-nous si, du jour au lendemain, le réseau s'effondrait ? Serions-nous prêts à dépendre d'autres continents pour chaque kilowatt, chaque litre d'eau, chaque bribe d'information ? Ou saurions-nous, à notre tour, transformer la crise en réveil, refuser de subir ce que d'autres décident à notre place ? Ignorer la leçon du Sahel, c'est choisir une sécurité de façade, une vulnérabilité invisible. S'en inspirer, c'est devenir acteur du changement, écrire enfin notre propre histoire. Ne laissons pas l'obscurité être la seule force à nous unir. La souveraineté commence là où la confiance en soi devient contagieuse. C'est dans la tempête que se forge l'émancipation. Ce qui s'est passé au Sahel pourrait, demain, bouleverser bien au-delà de ses frontières. Nouvelle partie ajoutée pour atteindre la longueur cible. Pour mieux comprendre l'ampleur de cet événement, il faut remonter dans le temps et regarder d'autres épisodes historiques où l'énergie est devenue un instrument de pouvoir. L'histoire regorge de sièges où la coupure de ressources a bouleversé le destin de villes entières. Au Moyen-Âge, lors du siège de Constantinople en 1453, les Ottomans ont encerclé la cité, coupant l'accès aux vivres et à l'eau, précipitant sa chute. Plus près de nous, en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, le blocus de Leningrad a plongé la population dans la famine et l'obscurité pendant plus de 900 jours. À chaque fois, c'est la capacité de la population à s'entraider, à inventer, à résister, qui a déterminé l'issue. La coupure de Bamako, bien qu'ancrée dans le XXIe siècle, s'inscrit dans cette tradition. Une guerre sans canon où le carburant, l'électricité, l'eau deviennent des armes redoutables. Mais la différence majeure, c'est la vitesse de propagation de la crise amplifiée par la modernité.
En un seul jour, l'arrêt du réseau a fait basculer la ville de la routine à la survie, rappelant la vulnérabilité de nos sociétés hyperconnectées. Prenons un exemple concret. Dans un quartier populaire de Bamako, Aïssata, une mère de famille, a dû improviser pour nourrir ses 3 enfants. Privée de réfrigérateur, elle s'est jointe à d'autres voisines pour acheter en commun ce qui restait de nourriture sur le marché. Ensemble, elles ont cuisiné à tour de rôle, partageant le peu de charbon disponible, recyclant l'eau de cuisson pour laver les vêtements. Cette micro-organisation, invisible en temps normal, a permis à des dizaines de familles de tenir bon. Un geste banal, mais qui, multiplié par 1000, a sauvé des vies. De telles initiatives rappellent celles observées en 2017 à Porto Rico, lorsque l'ouragan Maria a détruit le réseau électrique. Les habitants ont transformé des toits en jardins partagés, organisé des groupes de réparation de panneaux solaires et inventé des systèmes de communication avec des talkie-walkies lorsqu'Internet ne répondait plus. Ces parallèles historiques et contemporains montrent que la résilience ne s'improvise pas. Elle se construit dans la durée, par l'échange d'astuces, la transmission d'expériences et la confiance mutuelle. Dans le chaos de Bamako, certains quartiers ont mis en place des commissions de vigilance. Inspirées des traditions ancestrales de palabres et de conseils de village, elles réunissaient chaque soir les habitants pour faire le point. Qui a besoin de médicaments, qui peut prêter une lampe, qui connaît un puits encore accessible. On a vu des apprentis électriciens réparer à la main des batteries de voitures pour alimenter quelques ampoules, des couturières transformer d'anciens tissus en masques pour filtrer la poussière, et même des enfants organiser des jeux collectifs pour distraire les plus jeunes et oublier la peur. Face à la désorganisation de l'État, la population a aussi réinventé des systèmes d'alerte, utilisant le bouche à oreille pour signaler la présence de maraudeurs ou l'arrivée de nouveaux stocks de vivres. Dans certains cas, des jeunes ont utilisé des vélos pour parcourir la ville, transportant messages, médicaments et parfois même du sang pour les hôpitaux en panne de véhicules. Ces efforts rappellent le rôle crucial des coursiers à vélo pendant les grandes grèves françaises de 1995, où les transports publics étaient à l'arrêt, mais où la ville continuait de vivre grâce à l'ingéniosité de quelques-uns. Dans le secteur de la santé, la crise a révélé des failles profondes, mais aussi des forces insoupçonnées. À l'hôpital Gabriel Touré, principal centre de soins de Bamako, les équipes médicales, privées d'électricité, ont improvisé des blocs opératoires à la lumière de lampes frontales. Des médecins retraités sont venus prêter main forte, partageant leur expérience des crises passées, tandis que des étudiants en médecine organisaient des collectes de sang dans les quartiers. On a vu des pharmaciens ouvrir bénévolement leurs stocks, distribuant des médicaments gratuits aux familles les plus pauvres. Cette solidarité, loin d'être spontanée, s'est bâtie sur des années de confiance et de partage. L'éducation, elle aussi, s'est réinventée. Avec les écoles fermées, des enseignants se sont rassemblés sous des arbres ou dans des garages pour faire classe à la lueur de lanternes. Des parents ont prêté leurs cahiers, des associations ont redistribué les manuels et certains élèves ont enregistré les leçons sur des vieux téléphones pour les partager dans le voisinage. Ce modèle rappelle celui des écoles de la brousse créées pendant les guerres civiles d'Afrique centrale, où l'on apprenait avec presque rien, mais où l'esprit de transmission ne mourrait jamais. D'un point de vue pratique, la crise a poussé les habitants à repenser leur rapport à l'énergie. Beaucoup se sont tournés vers des solutions locales et durables, mise en place de fours solaires artisanaux, récupération de l'eau de pluie pour les usages domestiques, construction de petits digesteurs pour transformer les déchets organiques en biogaz. Ces innovations, nées de la pénurie, ont parfois survécu à la crise, amorçant une transition vers une autonomie énergétique plus durable. La réaction des autorités a été à la fois hésitante et révélatrice. Au début, le gouvernement a tenté de rassurer la population, promettant un retour rapide du courant. Mais face à la durée de la coupure, il a dû s'appuyer sur les initiatives citoyennes, reconnaissant, pour la première fois, la supériorité de la société civile dans la gestion de l'urgence. Cette reconnaissance a ouvert la voie à une nouvelle forme de gouvernance partagée, où l'État n'est plus tout-puissant, mais partenaire d'une population mobilisée. Sur la scène internationale, la coupure de Bamako a agi comme un révélateur des rapports de force. Les puissances occidentales, habituées à voir le Sahel comme une zone d'assistance, ont été prises de court par la rapidité de la crise. Les ambassades ont évacué leur personnel, les ONG ont suspendu leur mission, laissant la population seule face à l'adversité. Cette absence a renforcé le sentiment d'abandon, mais aussi la volonté d'émancipation. Ce tournant géopolitique s'est matérialisé par la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel.
Plus qu'une réponse militaire, l'AES a été l'expression d'un désir profond d'autonomie. En mutualisant leurs ressources, en partageant leurs renseignements, les pays membres ont démontré qu'une coopération régionale pouvait suppléer au retrait des partenaires traditionnels. Ce choix audacieux n'a pas été sans conséquences. Sanctions économiques, pression diplomatique, menaces de coupure d'approvisionnement. Mais il a aussi permis de tester de nouveaux modèles de développement fondés sur la solidarité et la complémentarité. Dans la foulée de la crise, des projets pilotes ont vu le jour, installation de microcentrales solaires dans les villages isolés, développement de coopératives agricoles transfrontalières, création de réseaux de télécommunications indépendants. Ces initiatives, bien que modestes, ont posé les bases d'une résilience collective. Elles s'inspirent des expériences menées dans d'autres régions du monde, comme les réseaux d'énergie communautaire en Allemagne ou les banques de semences en Inde, où l'autonomie locale devient un rempart contre les aléas extérieurs. Face à la menace permanente de nouveaux blocages, les populations du Sahel ont développé une culture du risque. Des formations ont été organisées pour apprendre à gérer les stocks, à entretenir les équipements, à protéger les infrastructures sensibles. Les jeunes, longtemps marginalisés, sont devenus des acteurs clés de la sécurité, surveillant les axes routiers, relayant les alertes sur les réseaux sociaux, organisant des patrouilles citoyennes. Ce sens de la responsabilité partagée a transformé la peur en vigilance, l'angoisse en détermination. Pour aller plus loin, il est possible de s'inspirer de cette expérience pour renforcer la résilience dans d'autres contextes. Voici quelques pistes concrètes à explorer. 1. Diversifier les sources d'énergie en favorisant l'autoproduction et les réseaux décentralisés. Installer des panneaux solaires collectifs, encourager la création de micro-réseaux dans les quartiers, former les habitants à la maintenance des équipements. 2. Créer des stocks stratégiques de vivres et de carburant gérés par des comités de quartier. Mettre en place des systèmes de répartition équitables en cas de crise, avec des listes de bénéficiaires et des règles transparentes. 3. Développer des circuits courts pour l'alimentation, en soutenant les maraîchers locaux, en promouvant l'agriculture urbaine, en facilitant les échanges directs entre producteurs et consommateurs. 4. Renforcer les liens sociaux en organisant des ateliers, des groupes de parole, des espaces d'entraide intergénérationnels. Valoriser les savoir-faire locaux, transmettre les astuces des anciens, encourager le bénévolat au quotidien. 5. Former les citoyens à la gestion de crise, à la prévention des risques, à la communication d'urgence. Simuler des coupures pour tester les capacités de réaction. Établir des plans de continuité pour les services essentiels. 6. Promouvoir une culture de la sobriété énergétique en sensibilisant dès l'école à l'importance de l'économie des ressources, en récompensant les initiatives vertueuses, en incluant la question de l'énergie dans les débats publics. 7. Développer l'entraide régionale en partageant les bonnes pratiques avec les pays voisins, en créant des plateformes d'échange d'expériences, en mutualisant les ressources rares. 8. Investir dans la recherche et l'innovation locale en soutenant les startups spécialisées dans l'énergie, l'agriculture, la santé, la communication. Organiser des concours d'inventeurs, publier les solutions trouvées dans les situations de crise. 9. Veiller à l'équité et à l'inclusion en intégrant les femmes, les jeunes, les personnes handicapées dans les dispositifs de résilience. Créer des réseaux de solidarité spécifiques pour les populations vulnérables. 10. Enfin, cultiver la mémoire des épreuves surmontées en racontant les histoires de résistance, en célébrant les victoires collectives, en tirant les leçons de chaque crise pour mieux préparer l'avenir. À travers tous ces exemples, on comprend que la coupure de Bamako n'est pas seulement un drame local, c'est un miroir tendu à toutes les sociétés modernes. Elle pose la question de notre dépendance à l'énergie, mais aussi de notre capacité à nous réinventer face à l'imprévu. Elle nous rappelle que la lumière, qu'elle vienne d'une ampoule ou d'un geste solidaire, n'est jamais acquise. Elle se construit, se partage, se protège. Au bout du compte, la plus grande victoire du peuple malien n'a pas été le retour de l'électricité, mais la naissance d'une confiance nouvelle, celle de pouvoir affronter l'avenir ensemble, sans attendre tout de l'extérieur. Cette leçon universelle résonne bien au-delà des frontières du Sahel. Pour refermer la question, il faut se souvenir que chaque crise porte en elle les germes d'une renaissance. Si l'obscurité a un jour envahi Bamako, elle a aussi permis d'allumer 1000 petites flammes d'espoir. La souveraineté, la solidarité, la résilience ne sont pas des mots abstraits. Ce sont des actes, des choix, des chemins à tracer, jour après jour. Alors, la prochaine fois que la lumière vacillera dans votre ville, demandez-vous « Suis-je prêt à rallumer la flamme avec mes voisins ?» Car c'est là, dans la nuit, que se joue le vrai pouvoir d'un peuple.